Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'aval dans le cadre de la lettre de change. Car comme vous le savez, plus la lettre de change comporte de signatures, plus elle a de chances d'être payée. Et l'aval permet justement d'apporter une garantie au paiement de la lettre de change. D'où la définition qui nous dit que l'aval, c'est l'engagement qui est pris par une personne de payer une lettre de change à l'échéance dans les mêmes conditions qu'un autre souscripteur qui a précédemment signé. De cette définition, il ressort que l'aval, avaliseur ou encore avaliste, est la caution solidaire cambiaire de l'un des signataires. Bien sûr, c'est un tiers qui s'engage cambièrement à côté de celui pour le compte de qui il donne sa signature. Quelles sont les conditions de validité de l'aval? Au terme de l'article 180 du Code de commerce, l'aval est donné le plus souvent il peut être donné sur la lettre de change elle-même, mais il peut aussi être donné par acte séparé. Première hypothèse, l'aval est donné sur le titre lui-même. Il ressort du paragraphe 2 de l'article 180 du Code de commerce que l'aval apposé sur le titre résulte d'une simple signature au recto, précédée ou non des mots bon pour aval ou par toute autre formule équivalente. La signature seule suffit quand elle est apposée au recto de la lettre de change, car il n'est pas possible de la confondre avec les autres signatures de la lettre, c'est-à-dire émanant du tireur ou du tiré. Deuxième point, l'aval peut être limité à une partie de la somme. Ça veut dire que l'avaliste n'est pas obligé de garantir la totalité de la somme de la lettre de change. Troisième point, l'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. Cependant, faute d'indication précise concernant le nom de l'avalisé, l'aval est réputé donné pour le tireur qui garantit tous les autres signataires. Une certaine jurisprudence, notamment française, voit ici une présomption irréfragable, c'est-à-dire une présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, même si en fait, il en résulte que le donneur d'aval a entendu cautionner le tiré. L'aval donc peut être donné sur le titre lui-même, mais il peut aussi être donné par acte séparé. Cet acte doit indiquer le lieu où la signature de l'aval a été donnée. Il doit mentionner le montant et l'échéance des effets avalisés. Lorsque l'engagement de garantir une lettre de change par acte séparé ne constitue pas un aval parce qu'il n'est pas précisé quant à son montant ni quant à son échéance, il peut constituer un cautionnement ordinaire. Bon, bien entendu, il perd les avantages de la caution cambiaire telle qu'elle ressort de l'aval, mais elle peut être utilisée autrement, ce qui est normal. L'aval par acte séparé est avantageux parce que sur le plan pratique, il permet de ne pas faire apparaître à tous les porteurs successifs que le signataire dont la signature est avalisée a une solvabilité incertaine. Ça veut dire que l'aval dans ce cas ne sera connu que du bénéficiaire qui l'aura exigé et qui le conservera sans le faire circuler avec la lettre de change. Quels sont les effets de l'aval? Bien entendu, cela coule de source, on peut dire, le donneur d'aval est tenu de payer la lettre de change en cas de difficulté, en cas
de retour de la lettre de change impayée pour absence de provision, par exemple. Il est donc tenu de payer, mais il dispose d'un certain nombre de recours. Alors, sur le plan du principe, le donneur d'aval est tenu de payer en principe de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Alors, si le tireur peut opposer au porteur une prorogation de délai ou une négligence entraînant la déchéance des recours cambiaires ou tout autre moyen de défense, eh bien, le donneur d'aval peut lui aussi invoquer cette exception. L'exception à ce principe qu'on vient d'évoquer nous paraît à la lecture de l'article 180 dans son paragraphe 8. L'engagement de l'avaliste est valable alors même que l'obligation qui la garantit serait nulle pour toute autre cause qu'un vice de forme. En application du principe de l'indépendance des signatures, l'avaliste est tenu de payer le porteur bien que le tireur puisse se retrancher derrière la nullité de son engagement. Par dérogation au principe du paragraphe 7 de l'article 180, l'avaliste est tenu de payer le porteur bien que le tireur puisse se retrancher derrière la nullité de son engagement. Autrement dit, l'avaliste ne peut pas opposer au porteur l'exception de nullité de l'engagement du tireur, sauf si cette nullité est due à un vice de forme du titre, auquel cas l'avaliseur est protégé. Donc vous voyez bien qu'on retrouve ici un peu ce principe de l'indépendance des deux relations, des deux liens, le lien cambiaire et le lien fondamental. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, le donneur d'aval est obligé de payer, cependant il dispose d'un certain nombre de recours. Premièrement, un recours contre le débiteur cautionné. Lorsqu'il a payé le montant de la traite, l'avaliste peut demander à l'avalisé la somme intégrale qu'il a payée. Cette disposition de l'article 180 dans son paragraphe 10 est une application du principe selon lequel toute caution peut se retourner contre celui qu'elle a garanti. L'aval ou l'avaliste ou l'avaliseur dispose encore de recours contre les autres signataires. L'avaliseur qui a payé peut exercer les recours que le débiteur garanti aurait pu exercer s'il avait lui-même effectué le paiement. Ainsi, s'il a payé pour un endosseur, il peut agir contre le tiré accepteur, le tireur ou endosseur précédent. S'il a payé pour le tireur, il peut agir contre le tiré accepteur. Enfin, on s'interrogera sur les recours contre les autres avaliseurs. Lorsque plusieurs personnes ont donné aval, celui qui a payé a, conformément à l'article 1145 du Daïr formant code des obligations et contrats, donc notre code civil, un recours contre les autres avalistes, chacun pour sa part et portion. Le droit commun du cautionnement conduit à décider que si l'un des donneurs d'aval devient insolvable, il y a lieu de répartir entre les autres la perte qu'a occasionnée son insolvabilité. Voilà ce qu'on peut dire à propos de l'aval de manière concise. Bien sûr, ici, on pose les idées générales. Nous verrons par la suite, j'espère, après le confinement, dans le cadre de cas pratiques avec nos étudiants, pour poser les problèmes qui nous reviennent souvent dans la pratique devant les tribunaux. Je vous remercie
et je vous donne un rendez-vous, un autre rendez-vous pour discuter de la transmission de la lettre de change. À très bientôt.